sur ce plateau avec Ferdinand Haïté. Je rappelle qu'il est le patron du journal Alternative, et Isidore Kouonou, il est le rédacteur en chef. Merci de nous rejoindre pour la deuxième partie de cette émission, et on parle de la constitution togolaise. Les députés ont révisé, ont modifié cette constitution à travers un vote, et ça a fait couler beaucoup d'encre. On continue d'en parler. Alors on dit que Faure Gnassingbé a ouvert le boulevard devant lui. Oui, le 8 mai dernier, notamment, les députés ont adopté une constitution, une révision de la constitution qu'eux-mêmes qualifient d'exploit. Je ne sais pas si c'est un exploit du siècle ou de l'année, on va dire. Le lendemain, c'est un député qui écrit sur sa page Facebook qu'on l'a fait, comme si c'est quelque chose d'extraordinaire qu'on a offert aux Togolais. C'est vraiment, ça fait pitié, ce à quoi on a assisté le 8 mai dernier, avec des dispositions biaisées, alambiquées, il apparaît clairement qu'on a voté ces lois pour plaire à quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est Faure Gnassingbé. Parce que le gars lui-même ne veut pas quitter le pouvoir. Il ne veut pas quitter le pouvoir. Donc, tout ce qu'il doit faire, nous l'avons déjà évoqué sur ce plateau, que Faure Gnassingbé, il veut mettre toutes les institutions sous ses pieds pour pouvoir régner à vie sur le Togo. Et c'est ce qu'il continue de faire avec cette révision constitutionnelle qu'on assiste aujourd'hui. Et vraiment, je l'avais dit tout à l'heure, tout est fait comme si pour salir l'image du Togo sur le plan international partout. On ne veut rien faire de bien. Tout ce qu'on va faire, c'est pour piétiner les choses, c'est-à-dire tordre le cou à certains principes, les principes élémentaires de la démocratie. On ne les respecte pas. On fait tout pour ridiculiser ce pays, ridiculiser ce peuple. Et quand vous allez à l'extérieur, les gens vous regardent, vous pointent du doigt, voilà, les Togolais, voilà, c'est ce qu'ils savent faire dans leur pays, c'est déplorable. Et Ferdinand, c'est vrai que vous avez votre avis sur cette question de modification de la Constitution, mais ce qu'on peut saluer, c'est que c'est la première fois que ce qu'on a réclamé beaucoup, plusieurs temps depuis la signature de l'accord politique global en 2006, et finalement on a modifié, on a limité le mandat à 2. Donc au moins on peut prendre le bon côté de la chose. Non, je pense que c'est ce qu'on est en train d'agiter à l'opinion internationale, comme quoi on a limité le mandat, on a les élections à 2 tours. Voilà, nous sommes devenus un pays normal, et on voit bien que ce qu'on appelle la communauté internationale, qui ont leurs représentants ici, les ambassades, tout ça, ont vite sauté sur l'occasion pour dire oui, on félicite l'Assemblée nationale d'avoir fait les réformes, et sans pour autant souligner que ces modifications sont taillées sur mesure pour un individu. C'est une constitution taillée sur mesure pour un individu, pour que cet individu puisse régner le plus longtemps possible. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle le pouvoir, quand il a repris un peu du poil de la bête, a tout fait pour ne pas céder aux revendications pendant le dialogue inter-togolais avec la CEDEAO, afin d'avoir son Assemblée nationale, nommée, pour pouvoir faire les réformes à sa guise. Et donc tout ça n'est pas surprenant. À partir du moment où ils ont réussi à organiser les élections unilatérales le 20 décembre, il fallait s'attendre à ce que les modifications apportées quelques semaines plus tard par cette Assemblée nommée ne puissent pas trop s'éloigner de la volonté ou des humeurs de celui qui tient les rênes du pouvoir et qui veut rester le plus longtemps possible. Maintenant, on ne va pas passer toute notre vie à parler de ça. Les gens ont posé un acte. Il faut que la classe politique, les acteurs, société civile, les gens s'asseyent tranquillement, la tête sur les épaules, réfléchissent pour savoir comment est-ce qu'il faut arrêter la machine, parce que c'est de ça qu'il s'agit. On ne va pas tout le temps revenir pour dire ils ont fait ci, ils ont fait ça. Vous avez vu, ils ont modifié plus d'une vingtaine d'articles, au lieu de 4 ou 5 articles, ce qui leur avait même été interdit lorsque l'Assemblée a pris fonction dans le règlement intérieur, à savoir la présidence annuelle de l'Assemblée nationale, ils l'ont réintroduit.
Et beaucoup de gens n'ont pas vu cet aspect, ils n'ont rien dit dans la modification. C'est-à-dire ils avaient voulu que le président de l'Assemblée nationale soit nommé à chaque session. C'est-à-dire qu'il ne fasse que 12 mois à la tête de l'Assemblée nationale et qu'après 12 mois, on puisse réélire un nouveau président de l'Assemblée nationale. Ils voulaient modifier le règlement intérieur de l'Assemblée et cette modification, vous vous souvenez, était en contradiction avec la Constitution. Et donc la Cour constitutionnelle avait retoqué cette modification-là. Maintenant, comme ils ont la possibilité de modifier la Constitution, ils sont allés directement à la source pour modifier même l'article. Ça veut dire que désormais, le président de l'Assemblée nationale peut être révoqué au bout de 12 mois. Ça veut dire que demain matin, Faure Gnassingbé peut mettre un cousin, un ami, une maîtresse à la place de celui qui est là actuellement, ou bien peut dire, bon, la tête de celle qui est là ne me plaît plus, ou bien ne fait plus comme je veux changer. Donc les députés, allez-y, et puis bon, vous allez voir les gens courir dans le même sens pour adopter tout ça. Et tout ce qu'on voit là, consacre une véritable régression de notre pays sur le plan des acquis démocratiques. Mais on ne doit pas, nous ne devons pas comment je dirais ça, on doit prendre acte et essayer de travailler plus pour regagner ces territoires perdus ou bien ces pans de liberté qu'on est en train d'arracher au peuple togolais. Et ça revient, la tâche revient aux leaders d'opinion pour sensibiliser les populations, ça revient aux acteurs politiques, aux acteurs de la société civile, de savoir s'entendre sur l'essentiel pour pouvoir barrer la route à ceux qui sont là, qui incarnent le régime de la dictature, aux imposteurs, les gens qui ont perdu le bon sens, qui pensent qu'il faut tout faire pour garder le pouvoir, il faut garder le pouvoir, même s'il faut inventer des lois bidons, les lois hideuses, scélérates, qui jettent le propre sur le pays, il faut les inventer pour rester au pouvoir. Donc je pense que c'est ce travail-là qui incombe aujourd'hui à l'ensemble de la classe politique. Les gars, ils ont fait leurs modifications à leur guise, à leur manière, pour assurer à leurs champions un pouvoir le plus longtemps possible. Mais ceux qui sont en face doivent montrer qu'ils sont aussi des gens intelligents, stratèges, capables de remonter la pente et de trouver une solution à la hauteur de ce que les imposteurs ont. Oui, et justement dans cette modification, il y a l'article 75 nouveau qui protège carrément Faure Gnassingbé et puis livre ses collaborateurs. Et selon les organisations des droits de l'homme, c'est une atteinte c'est une atteinte à la dignité humaine, c'est une atteinte à la lutte contre l'impunité, etc. Maintenant, ce qui paraît paradoxal, c'est l'attitude de la communauté internationale, notamment le G5, qui vraiment n'est pas clair dans la crise togolaise jusqu'à la dernière modification de la constitution togolaise. Ferdinand l'a effleuré tout à l'heure dans son développement, parler du comportement du G5, des diplomates accrédités au Togo. On ne sait pas ce qui se passe au niveau de ces gens, de ces personnalités. Même quand le régime fait des choses qui vont à l'encontre des principes élémentaires de la démocratie, on ne comprend pas pourquoi eux, ils applaudissent le régime. Normalement, ces représentations diplomatiques au Togo, dans leur pays, on appelle généralement monde civilisé. La démocratie, ça se fait d'une manière subtile. Mais chez nous, en Afrique, plus particulièrement au Togo, on voit des choses, mais on ferme les yeux dessus. On a connu des manifestations dans ce pays où le régime, dans sa volonté de demeurer au pouvoir, a réprimé ces manifestations dans le sang. Des gens, on a blessé des gens, on a bastonné des gens qui traînent encore des séquelles aujourd'hui, on a tué même des gens, on a tiré sur des enfants sans défense, des populations sans défense, on a tiré sur eux à bout portant. Mais aujourd'hui, ces représentations diplomatiques n'ont rien dit, ne disent rien. Ils n'ont pas voulu interpeller ce pouvoir, ce régime, pour leur dire ce que vous faites là, c'est pas possible. Cela va à l'encontre de certains principes. Vous violez les droits humains, vous accordez de l'impunité à ceux qui commettent ces actes ignobles. Ils ne disent rien.
Mais quand le régime, la dernière fois, quand on a sorti ces révisions constitutionnelles, ils étaient prompts à produire des communiqués pour féliciter l'Assemblée nationale, pour féliciter les députés, féliciter le gouvernement parce qu'ils ont fait un travail extraordinaire. C'est quoi cette communauté internationale au Togo aujourd'hui? On se le demande. Et Ferdinand, c'est vrai que vous avez effleuré la question, vous avez parlé de la communauté internationale, mais ce qui est préoccupant, c'est l'attitude de la CEDEAO. Faut-il croire finalement en la CEDEAO? Que représente maintenant la CEDEAO dans la sous-région? Non, elle ne représente pas grand-chose. C'est un syndicat des dictateurs, des gens qui se soutiennent. Ceux qui ne veulent pas prendre position préfèrent se taire, et puis après chacun a des difficultés internes à gérer et tout. Et donc voilà, la CEDEAO, mais aussi ce que nous appelons le G5, je n'aime pas trop les appeler ainsi, mais c'est des gens, de mon point de vue, qui sont fondamentalement corrompus. Tous les ambassadeurs qui passent ici, chacun vient faire son petit numéro, il prend ses valises à la fin de mission, il s'en va. Et le seul ambassadeur qui a voulu faire quelque chose réellement et qui n'a pas eu de soutien, c'est Berlanga. Je le dis en toute responsabilité, parce que ce monsieur a voulu faire bouger beaucoup de lignes, mais les autres ambassadeurs étaient tellement corrompus que les gens ne le soutenaient pas, et c'était lui seul qui était en vue. À l'époque, vous avez vu comment ça s'est passé. Et donc, ces ambassadeurs-là, CEDEAO, tout le reste, il ne faut pas compter sur ces gens-là. Il faut que les Togolais comprennent que ces gens ne viendront que... Ils savent ce qui se passe dans le pays, ils savent très bien ce qui se passe dans le pays. Même les Chinois le savent, parce que j'ai appris ces jours-ci qu'il y a des opérateurs économiques chinois qui sont venus ici et que leur ambassade leur a dit: ah, le Togo n'est pas un pays très sûr, il faut investir. Ça veut dire que la Chine même sait que ce pays-là n'est pas un pays sûr, alors qu'en Chine, il n'y a pas véritablement une démocratie à l'occidental. Excusez-moi, il y a une démocratie, mais pas à l'occidental. Et on ne peut pas me dire que la France ne le sait pas, l'Allemagne ne le sait pas, les États-Unis ne le savent pas. Tout ce qui préoccupe ces gens-là, c'est que le Togo leur assure une certaine... des facilités quand il faut faire passer des troupes ici, quand il faut faire passer des armes ici pour aller dans d'autres pays. L'ambassadeur de France a dit à plusieurs endroits que oui, le Togo est quand même l'un des plus grands contributeurs de la mission au Mali, et donc un pays comme ça, un régime comme ça, on ne peut pas du jour au lendemain le mettre sur le banc des accusés, comme si les engagements que le régime prend, il n'y a pas une continuité de l'État. C'est comme si demain, si le pouvoir change au Togo, et bon, on va dire à tous les militaires togolais de rentrer au pays parce que bon, c'était le régime précédent qui avait pris ces engagements. Alors quand des ambassadeurs, des gens comme ça, tiennent des propos comme ça, vous voyez très bien que nous sommes vraiment loin d'avoir des soutiens dans... le peuple togolais est vraiment loin d'avoir des soutiens de ces gens-là. Maintenant, comme je l'ai toujours dit et je le répète toujours, il n'y a que le rapport de force qui permet aux gens de vous respecter. Quand il n'y a pas de rapport de force, vous allez constater que dès qu'il y avait un rapport de force dans ce pays, il n'y a pas longtemps, les ambassadeurs couraient derrière les opposants. Mais dès que le rapport de force a basculé du côté du pouvoir, ils ont commencé par parler d'eux avec beaucoup de mépris, tout ça. Donc il faut créer le rapport de force et il faut aller au bout de ce rapport de force-là. Il ne faut pas créer le rapport de force pour le vendanger après dans des négociations, dans des labyrinthes, des compromissions comme on a connu et tout ça. Donc moi je pense que il n'y a pas lieu de désespérer. Dans une situation comme la nôtre, il y a toujours une solution. Vous savez, au Togo, beaucoup de gens l'ignorent, ou les gens le savent, mais les gens n'ont pas envie de le dire. Le pouvoir, c'est dans les casernes, c'est pas dans les urnes. Et il faut qu'on se dise la vérité. Faure Gnassingbé ne tient que par l'armée. Le pouvoir, c'est dans les casernes, c'est tout. Et le jour où on comprendra que c'est dans les casernes qu'il faut aller chercher le pouvoir, et non dans les urnes, et qu'il faut travailler en conséquence, ce jour-là, on aura réussi à rééquilibrer les forces ou à renverser les forces. Mais tant qu'on va continuer par appliquer les mauvaises solutions, on va être à la remorque du régime, comme on le voit avec les élections locales. C'est le régime qui fixe le tempo et les gens courent derrière le régime. Je ne sais pas ce qu'il en sera pour les élections présidentielles de l'année prochaine. Tant qu'on sera comme ça, on ne gagnera rien. Il faut s'asseoir, réfléchir,
laisser de côté les problèmes de personnes, les égos, les querelles de chapelle politique et créer une véritable dynamique qui secoue vraiment l'adversaire, qui l'amène à comprendre que le monde a changé. Et donc moi je pense que il ne faut pas tomber sous le coup de la fatalité ou il ne faut pas avoir l'esprit défaitiste. Un peuple s'est toujours rebondi. Fort Gnassingbé et ses hommes sont en train de se tailler un moule dans lequel ils vont régner le plus longtemps possible. Le peuple aussi n'est pas assez idiot. Les gens réfléchissent. À un moment donné, les gens sauront leur opposer la résistance qu'il faut. Donc, de mon point de vue, il n'y a pas de drame à tout ça. Isidore, avec vous, on va toujours revenir sur cette histoire de la CEDEAO parce que lorsque le président nigérien Buhari prenait la tête de la CEDEAO, on racontait qu'au moins il incarne un espoir. Mais depuis son élection, parce que les élections sont passées dans ce pays, depuis, c'est le silence, se prononce plus sur la situation. C'est une illusion. Je me rappelle les propos du président guinéen Alpha Condé lorsqu'il était ici à l'hôtel de Frévilliers, qui disait qu'ils ne sont pas un syndicat de chefs d'État oui. Dans la CEDEAO. Mais en fait, ils savent que les peuples de la CEDEAO, c'est ce que pensent les peuples de la CEDEAO. Et ils savent que c'est ce qu'ils sont en fait. C'est ce qu'ils sont en fait. C'est un syndicat qui se rassemble. Ils se rassemblent et puis sautent de champagne et ricanent derrière le peuple. Et puis c'est tout. Vous évoquez tout à l'heure le cas du Nigérien Buhari. Voilà, parce qu'on croyait qu'il allait... Oui, à un moment donné, il était l'espoir des Togolais lors des manifestations politiques. Les gens pensaient que lorsqu'il va reprendre le pouvoir, il va peser de tout son poids dans la balance pour que le régime togolais revienne à la raison. Mais vous savez, il n'est pas le seul dans ce syndicat. Il y a ses camarades syndicalistes qui vont vouloir le ramener dans leur logique. Ouais. Dans la logique, en commençant par Faure Gnassingbé lui-même qui était allé le voir par 2 fois déjà, et les autres, parce que c'est un syndicat de dictateurs, surtout des pays francophones, ils ne veulent pas lâcher le pouvoir, parce que quand on prend aujourd'hui la Guinée, vous voyez ce qui se passe aujourd'hui à la Guinée également. Le gars veut modifier la constitution, maintenant il n'arrive pas à le dire, mais son peuple aussi l'attend. Oui, il y a la tension. Oui, il y a la tension qui couvre dans le pays. Donc, ce sont ces mêmes conseils qu'il peut donner à Faure Gnassingbé. Et Faure Gnassingbé, lui aussi, les écoute, les met en pratique. Et à côté, au Bénin, les gens disent que c'est Faure Gnassingbé qui est Patrice Talon copie aujourd'hui en faisant cela, en allant à des élections législatives où c'est seul son parti qui est allé à ces élections. Vous voyez, donc le Nigérien, il n'est pas le seul dans ce syndicat, donc il ne peut pas se lever et décider seul de ce que sera ce régime togolais. Sa responsabilité est engagée. Frédéric, on va parler maintenant, pour clôturer cette deuxième partie, on va parler de ce rapport de LTDH. Est-ce que vous avez pris connaissance du contenu de ce rapport? Non, je n'ai pas eu le temps de le lire intégralement. J'ai lu en diagonale quelques lignes et je pense que ça reflète la situation, tout ce qui s'est passé dans la dernière période. Il y a eu énormément de crimes, d'assassinats. Malheureusement, c'est le décombre macabre depuis 90. Il y a des rapports qui se suivent et qui paraissent être toujours les mêmes. Les assassinats de mineurs, les disparitions. Je ne sais plus quelle année, ça doit être 98, où Amnesty International avait sorti un rapport où on avait parlé de la mère qui a rejeté beaucoup de corps. À l'époque, c'était Pierre Sané qui était président ou bien secrétaire général de l'Amnesty International. Et je crois 99 ou 2000, à la sortie de ce rapport qui a fait tellement de bruit, Pierre Sané devait arriver à Lomé. Le Togo a fait beaucoup de boucans. Et je me souviens que le ministre de l'Intérieur de l'époque, je crois que c'est le général Akawili Sizingwala,
Pierre Sané devait arriver par le Ghana et donc il est arrivé par Aplaou, il a fait les formalités côté ghanéen, il devait rentrer au Togo. Et le ministre de l'Intérieur s'est déplacé avec tous ses galons de général, tout ça, Saint-Cyrien, avec ses éléments à la frontière. Et il criait, Pierre Sané, retourne chez toi, on ne fait pas de toi au Togo, tu ne peux pas, tu ne vas jamais rentrer au Togo, je suis le ministre, tout ça. Donc ce pouvoir nous a habitués à ce genre de choses. Et le rapport de la LTDH n'est qu'une suite de tous les rapports macabres qu'on est en train de dresser dans ce pays depuis des années, depuis 90, ça fait bientôt 30 ans. Et même avant 90, les histoires d'Agombio, de Otadi, tout ça là. Un jour, il faudra quand même que certains essaient de répondre de ces actes-là, parce que c'est quand même des gens qui perdent leur vie, c'est des gens qu'on tue par balles réelles, c'est des gens qu'on tue dans les répressions. Un jour, il faudra véritablement faire le point et que certains répondent de leurs actes devant les tribunaux. Et c'est important. Qui va répondre de mais le jour, il y a un verrouillage au niveau de la Constitution. Non, mais le jour, non, ces histoires de Constitution, tu sais, c'est des gens qui ont fabriqué cet article-là, on peut le sauter en une minute, ça c'est pas un problème. Moi je veux pas qu'on fasse trop de fixation sur l'article 75 qui dit que oui, on donne de la protection à un chef d'État. Oui, il croit se donner une protection, c'est une illusion. Le jour où le régime change, cet article saute. C'est des gens qui se sont mis dans une salle pour le faire. Et donc les gens vont se mettre dans la même salle pour sauter cet article-là. Et les gens seront poursuivis devant les tribunaux. Il n'y a pas de souci. Et donc, mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont conscients qu'ils ont fait tellement de mal. Et c'est ça qu'il faut retenir dans cet article-là. C'est qu'ils sont conscients qu'on pourra les poursuivre demain pour des crimes de sang, des crimes économiques et un certain nombre de choses. Et donc, ils sont dans une illusion de parapluie atomique, comme l'a écrit notre chroniqueur, en s'offrant une loi bidon. Vous voyez, ça ne va pas résister au temps. Mais demain, il faudra faire le point, l'état des lieux, qui a fait quoi, qui a tué qui a assassiné qui, pour que des gens, s'ils sont encore vivants, répondent de leurs actes devant les tribunaux, parce que c'est des populations qui ont perdu des êtres chers, des gens qui n'ont jamais retrouvé leur famille, on a fait disparaître des corps, et donc demain, il faudra rendre compte. Donc, pour moi, l'impunité ne s'arrêtera qu'avec l'alternance. Tant qu'ils seront là, ils vont tout verrouiller pour échapper à la justice, mais ils ne pourront pas échapper à la justice indéfiniment, parce que le basculement du pouvoir, parfois, c'est sur la base de rien du tout. On a vu ce qui s'est passé en Algérie et au Soudan. Je dirais qu'au Togo, les conditions ne sont peut-être pas encore vraiment réunies. Il y a un certain nombre de conditions qui sont réunies, mais il en reste encore certaines. Le jour où ces conditions seront réunies, c'est sur, je ne sais pas, un coup de tête comme ça que vous allez voir que toute la maison va s'écrouler et les gens vont prendre la poule d'escalier. Je ne te laisse pas poser la question. Ferdinand dit quelque chose d'intéressant tout à l'heure, c'est que des gens, des gens de ce régime savent qu'ils ont commis beaucoup de crimes. C'est pourquoi ils ont élaboré cette loi, l'article 75 là, pour se protéger. Déjà, ça montre déjà qu'ils sont auteurs de ce que vivent les Togolais depuis 90 jusqu'à maintenant. Donc, il n'y a pas... Ils ont facilité la tâche aux enquêteurs, aux enquêtes qui peuvent arriver ou qui sont déjà menées. Ils ont facilité la tâche. Donc, on sait maintenant qui fait quoi et qui est qui dans ce régime. Merci, on marque une pause et on se retrouve dans quelques minutes, quelques secondes pour clôturer cette émission avec la troisième partie. À tout à l'heure.